Bien, merci chers amis de prendre un peu de votre temps pour partager avec nous ce webinaire. Je suis très heureux de répondre à nouveau à l'invitation de la société Victory et j'en profite pour remercier toute l'équipe et notamment Alain Veillard, Patrice Cortesi et Arnaud Nicel. Je remercie aussi mon ami Laurent Bloch pour avoir répondu présent à mon invitation. Notre vœu ce soir est de vous faire vivre un peu de notre passion. Et enfin, je voudrais remercier Caroline parce que grâce à Caroline, on a une très belle réalisation depuis plusieurs webinaires maintenant. Elle travaille chez Envivox et c'est vraiment un plaisir d'être ensemble. Donc son aide est vraiment précieuse. Donc je vais repasser tout de suite la parole à mon ami Laurent pour qu'il démarre sa présentation et moi je terminerai. Voilà. Alors, je vais essayer. J'arrive pas. Ah oui, non, c'est ça. Hop, hop, hop. Je n'arrive pas. Renaud, je te remercie. Donc, quand on en avait parlé il y a quelques mois, ça devait être donc, tu m'avais demandé de faire quelque chose sur un sujet libre. Et puis, c'est vrai que l'implantologie post-extractionnelle, c'est quand même un truc qui me botte. Tu n'es toujours pas sorti du Oui, j'essaie de. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Angou. Sinon, arrêtez le partage et recommencez. Voilà. Oui, mais j'ai pas la. J'ai pas la. Attendez. J'arrive pas à avoir ma souris. Oh, tu as perdu le mulot. Voilà, attends, je vais y arriver. Zoup. Voilà. Voilà, donc on avait dit qu'on parlait tu m'avais demandé de parler sur un sujet libre qui me tenait un peu à cœur. Donc je m'étais dit que l'implantologie post-extractionnelle était un sujet qui était, que je pratique, enfin, c'est une pratique que je fais depuis environ 23-24 ans. Et surtout avec l'apparition d'aide à la fixité primaire, c'est-à-dire l'ostéodensification, qui a énormément changé la possibilité en implantologie post-extractionnelle pour gagner de la fixité primaire. Si on doit parler en implantologie post-extractionnelle, on a trois éléments particuliers. On a le gain de temps, la morbidité qui diminue de manière importante, puisqu'on dépose, enfin, on enlève la dent et on pose l'implant. Et il y a le maintien des tissus durs et des tissus mous, qui est très important. Pour le patient, c'est surtout le gain de temps et la morbidité. Ensuite, esthétiquement, sur les secteurs postérieurs, ils sont souvent moins regardants, quoique. Mais les deux éléments sont les principaux, c'est les deux premiers. Sur les axes d'intérêt en implantologie post-extractionnelle, c'est surtout les tissus durs, les tissus mous et l'axe prothético-implantaire qui sont importants. Et là, nous allons nous axer pratiquement sur les tissus durs, puisque la partie principale et ce qui peut impliquer le fait qu'on pose ou qu'on ne pose pas l'implant lors de l'extraction, c'est la fixité primaire. C'est elle qui guide quasi tout. Donc, c'est les tissus durs qui sont importants. Donc, c'est une stabilité de l'implant qui permettra l'intégration et qui permettra également le soutien des tissus roses, donc des tissus mous, donc la cicatrisation optimale. Ah, zoom, c'est moi qui... Le problème principal en post-extractionnel, c'est que souvent, on a un manque d'os disponible dans l'alvéole qui est déshabité. On a des septums qui peuvent être plus ou moins petits. Les septums sont fins et ils sont difficiles ils sont fins et souvent discontinus si on a des pathologies apicales. L'axe est différent entre l'implant et la dent naturelle, donc il faut aussi également, souvent changer d'axe. Et surtout, parfois, on a un manque de hauteur, surtout sur les zones sinusiennes. Donc, il faudra faire des soulevés de sinus par voie alvéolaire pour gagner en hauteur d'implant également. Mais là, c'est en discussion. Certains préfèrent les implants courts pour ne pas toucher le sinus. Après, chacun a plus ou moins sa manière de voir les choses. L'essentiel, c'est qu'on ait des résultats qui soient stables à 10 ans. Et ce qui est le principal élément. Le seul élément qui peut nous éviter de poser les implants le jour de l'extraction, c'est les racines jointes, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un trou. Donc forcément, là, on ne peut rien faire de particulier, à part de combler et d'attendre. Pardon. Dans le temps d'évolution, entre la fixité primaire et la fixité secondaire, on sait très bien qu'on a une diminution du temps et de la stabilité primaire
et une réaugmentation à partir de la 3e semaine. C'est les bustes d'ostéoclastes, ostéoblastes qui commencent à régénérer et à renouveler le volume osseux. Et donc, l'intérêt, c'est de se retrouver le plus possible stable depuis la fixité primaire jusqu'à la fixité secondaire. Et c'est ça le but de l'ostéodensification. Car si on a une deuxième plane de même fixité primaire initiale, un localisé sur le secteur coronaire et l'autre localisé sur toute la longueur de l'implant avec des débris osseux compactés, on voit que quand le bus ostéoclaste, ostéoblaste va venir grignoter et apposer au niveau de la seule zone qui maintient la fixité primaire de l'implant, on va se retrouver avec une diminution de la stabilité générale de l'implant. Alors qu'à droite, on n'aura pas de diminution de stabilité générale de l'implant. Ce qui fait que l'implant reste quasi stable tout le long de l'ostéo-intégration. J'ai décidé, pour rendre les choses plus digestes, de montrer des cas cliniques parce que c'est sûr que c'est plus facile à visualiser, notamment sur un secteur comme celui-là où on a une zone où on a une densité faible osseuse à la mandibule, on a un septum qui est plutôt mal fichu. Et grâce à ces forêts de densification osseuse qui tournent à l'envers sous forte irrigation et à une vitesse importante, puisque c'est 800 tours minute au minimum, on obtient une compaction et une expansion du volume osseux au niveau du septum et on a la possibilité de positionner un implant qui sinon aurait été dans un axe qui était beaucoup moins favorable ou pas possible à poser du tout. En stabilité primaire, l'ISQ, on le calcule, on regarde tout de suite, et on se retrouve avec 70 de stabilité primaire dans un os de densité faible, et également avec une forme générale de la mandibule qui est loin d'être géniale, parce que cette forme de haricot ne nous donne pas beaucoup de hauteur disponible. On se retrouve donc avec une densité et une fixité primaire idéale. Le même cas après, donc, positionnement de bêta-TCP tout autour, une éponge hémostatique par-dessus, et on attend 4 mois l'ostéo-intégration. Donc cette densification osseuse, elle a été inventée par le docteur Salah US, qui est parodontiste dans le Michigan, et qui a inventé tout un set de forêts, il y en a 12 en tout, et qui permettent de densifier progressivement l'os et de faire une expansion et d'obtenir une stabilité primaire qui est bien meilleure que si on utilisait des forêts classiques. Et il tourne soit à l'endroit, soit à l'envers, mais pour la densification osseuse, il tourne à l'envers. Donc l'important, c'est de perdre le paradigme de l'implantologie habituelle, c'est-à-dire tourner lentement avec de l'irrigation. Il faut tourner très vite avec une irrigation maximale. Sur un cas clinique numéro 2, on s'aperçoit qu'on a une perte de volume due à une furcation, atteinte de la furcation au niveau de cette 7. Le positionnement donc, va se faire sur une densification d'à peu près 2 mm, 2,3 mm sur l'apex du septum. Donc là, on voit le septum positionné. On réalise la densification osseuse jusqu'à un diamètre environ 0,5 en dessous du diamètre de l'implant. Donc on va faire un 3,75, pardon. On densifie à 3,3. Et là, on voit cet anneau de densification et le positionnement de l'implant. Et autour, on va mettre du bêta-TCP, une vis de couverture de cicatrisation qui va permettre de le maintenir et une éponge hémostatique qui tiendra le tout, le temps que le complexe bêta-TCP 100 coagule, que la fibrine prenne et que donc ça devienne stable. Et là, on était à 45 newtons. À l'époque, je n'avais pas acheté encore l'ISQ, l'appareil de mesure. Donc là, on a le même cas, on continue, on voit bien qu'on est sur ces 3 mm qui étaient initiaux. À 10 jours, on a une épithélialisation de la zone qui fait que là, maintenant, elle est recouverte. On voit que le bêta-TCP, lui, il n'est pas parti. Il est maintenu en partie par la vis de cicatrisation. Et il va rester là. Et comme il va générer une ostéoconduction, et à partir de ce moment-là, au bout de 4 mois, on se positionne avec une prise d'empreinte, réalisation de la prothèse, qui à l'époque était une prothèse de parapluie, avec un profil d'émergence, c'est comme les saisons, c'était à la mode.
La mode est passée, elle revient. Je ne sais pas où elle en est en ce moment. Il ne me semble pas qu'elle soit tout à fait toujours à la mode. Mais avec le concept la zéro bonne loss, ils sont en train de reprendre de nouveau le parapluie. Mais surtout, le concept, c'est surtout rentrer et descendre au maximum les implants de telle manière à les retrouver 2-3 mm sous cristal. Un autre cas de densification avec une fracture, une perforation entre les deux dents. Alors effectivement, peut-être qu'un endo aurait pu faire quelque chose, mais il l'avait déjà reprise 2 fois. Donc je pense que c'était un petit peu foutu. Section des 2 racines, densification avec les forêts versa, positionnement. Alors là, on n'a que de l'os natif quasi tout autour. Vis de cicatrisation, bêta-TCP ensuite. On teste la stabilité primaire, l'ISQ, et on se retrouve avec une stabilité de 60, ce qui n'est pas terrible, mais ça peut s'expliquer car le premier pingouin que j'ai acheté, donc le testeur ne fonctionnait pas, il me mettait toujours 60. À mon avis, la fixité primaire devait être un petit poil plus élevée. Mais là, elle donne 60, donc je ne peux m'en référer que ce qui est donné. Par-dessus, on fait SSA, Socket Sheet Abatement. Donc, on va mettre du composite liquide sur le pilier prothétique. On va lisser tout ça, le polir, de telle manière qu'on reprenne le profil d'émergence de la future couronne. Et 3 mois et demi plus tard, avant de partir chez le correspondant, je dévisse ça, le socket shield abatement, donc il a l'émergence de la dent, de la future couronne, et je teste l'ISQ de telle manière que je sois sûr que tout aille bien avant de le lui renvoyer. Et là, on est à 75. Un cas suivant. Là, on était un petit peu plus avec des pertes de volume osseuse en vestibulaire, en lingual, en palatin, il y en avait un peu partout. Donc, j'avais ostéodensifié les 2 secteurs pour donner au niveau de ces 2 dents, pour pouvoir positionner l'un un petit peu plus en palatin que l'autre, mais on avait des pertes de volume relativement importantes, comme on le voit ici. Donc, on a densifié au maximum au niveau palatin, de telle manière à avoir une fixité primaire. On voit qu'à J0, les copeaux d'os qui sont injectés dans la zone par le flux d'eau généré par le tourbillon inverse de ces forêts va faire soulever la membrane de Schneider et par là même, petit à petit, on obtient un volume osseux et là on le voit bien qui apparaît. Au début, il n'y a quasi rien et puis petit à petit, ça se densifie. Et là, j'attends. Donc là, on va mettre des MUA, des multi-abattements. Je préfère sur les secteurs postérieurs et généralement, la tenue dans le temps est bien meilleure. Il y a quasi pas de cratérisation. Et là, on va positionner ces multi-abattements et ces piliers coniques avec une provisoire de longue durée qui reste 1, 2, 3 ans, le temps que le patient revienne, puisque lui, je le vois qu'une fois par an, il ne vit pas en France. Donc, à ce moment-là, je lui ferai la définitive au moment de son retour. Donc, la densification osseuse, et c'est vraiment un apport important, on peut dire de manière systématique qu'on peut poser. On n'a pas, quand j'ai commencé, je me disais, on va extraire la dent, et puis si on peut poser un implant, on va le poser. À l'heure actuelle, avec ces forêts de densification, on peut dire quasi à 90%, on va pouvoir poser le jour de l'intervention. Ce qui fait qu'on gagne 3 à 4 mois de cicatrisation. Et donc, on gagne énormément en termes de morbidité, puisque, comme je le dis toujours, ils passent une fois la tête à la portière et ils prennent qu'une baffe. Donc, par là même, ils n'ont qu'une seule chirurgie associée. La cinétique des forêts versa, elle est simple, elle est transformée du tissu mou en tissu dense et en fonction de l'os mou en os dense et en densifiant l'os, en fait, on a une expansion puisqu'on a une déformation d'abord élastique et puis ensuite une déformation plastique et donc on a une expansion du volume osseux tout en ayant une densification. Le cas numéro 5,
au niveau du maxillaire, donc un os moins dense. Au niveau de ce maxillaire, un septum qui est bien disponible. Et donc, si on avait voulu, au niveau de ce septum, faire une forage classique, on se serait retrouvé avec suffisamment encore d'os, mais on aurait une fine pellicule d'os tout autour. Tandis que là, après la densification, on voit effectivement qu'il nous reste un volume relativement important puisqu'il y a eu une densification et une expansion à tes souhaits, Renaud. Et une expansion là-dessus. Attention, c'est peut-être le Covid. Bon, pas de malheur. Hein. Moi aussi, j'ai la crève, si ça peut te rassurer. Donc, la densification, je vais diminuer le son parce que c'est terrible. Voilà. La densification se fait par mouvement de pompage avec 800 à 1200 tours minute, de telle manière qu'on envoie un flux continu qui permet de refroidir le forêt, lequel, par publication successive et par essai personnel, puisque je l'ai fait aussi, ne chauffe qu'environ de 2 degrés. J'ai testé pour vous. Par-dessus SSA, même principe qui va maintenir le profil d'émergence de l'implant et qui va permettre d'avoir donc une couverture de la zone extraite de l'alvéole déshabité. Et là, j'ai rajouté le petit film qui permet de montrer comment ça fonctionne. Quand ça fonctionne à l'envers, ça c'est dans du gel à queue. Quand ça fonctionne à l'envers, on voit apparaître la descente. J'ai fait rentrer des bulles d'air en même temps. Donc la descente le long de ces colonnes, de ces rainures. Et donc il y a une poussée du fluide qui permet donc de faire une microfracturation hydraulique. Donc, cette microfracturation hydraulique permet soit de soulever la membrane de Schneider, soit d'envoyer des copeaux le long de toute la préparation, ce qui permet donc d'augmenter, d'avoir une densification osseuse plus importante. Et c'est une densification osseuse qui reste souple et attaquable par le bus ostéoclaste-ostéoblaste. C'est ça aussi qui est important. Biologiquement, c'est meilleur. Même principe sur un maxillaire avec une ostéodensification. Donc, on est dans le même cas, quasi jumeau du cas précédent, avec le positionnement d'un implant au niveau maxillaire, une réalisation du SSA en extemporané, donc là-dessus. Et là, 10 jours après, on voit que la cicatrisation est bonne, il y a la couverture qui est faite. On pourrait lui demander de brosser un petit peu plus au niveau de cette zone-là, qui est quand même souvent délaissée. Les gens ont la trouille de le faire. Et toujours, et là de plus en plus, j'ai tendance à enfouir de plus en plus les implants 2-3 mm. Et je trouve que, généralement, tous les publics qui sont actuellement disponibles ont tendance à préconiser l'enfouissement, quitte à mettre un implant plus court, un enfouissement plus important des implants. On revient comme on était il y a quelques années. Une étude clinique au niveau de cette densification osseuse sur 254 cas. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de changement quasi de stabilité entre la stabilité primaire et la stabilité secondaire. Ils ont perdu bien sûr quelques implants ou des implants qu'ils n'ont pas pu tester puisqu'ils étaient avec de l'aérogé. Et ils ont un succès aux alentours de 97,7%, c'est-à-dire comme quasi tout le monde. Donc, une stabilité, ça c'est important, de la stabilité primaire en stabilité secondaire. Un autre cas au niveau de la mandibule, positionnement au niveau du septum interdentaire. On positionne cet implant bêta-TCP toujours, et la réalisation finale de la prothèse. Alors effectivement, c'est une prothèse transvissée métal, mais avec un volume gingival qui n'est pas perdu puisqu'on ne ferme pas. Donc il n'y a pas de souci particulier. Changement de direction des implants aussi. Et là, on arrive presque vers la fin. Et, changement de direction. D'un point de vue occlusal, on doit changer du lingual au vestibulaire. Donc, on peut changer en même temps la direction et le repositionner de manière stable à un endroit différent, toujours dans la même alvéole. Et on fait le cas. Attendez, hop. J'y suis. Et on a la stabilité primaire
qui est de 76. Hop, on passe au suivant. Le cas numéro 8, un petit septum. Là, on va surtout se positionner au niveau de la... Attendez, parce que là, j'ai du mal à me repositionner, moi, parce que je ne peux pas changer l'endroit voilà, où je veux ça. On va se positionner au niveau de ce septum, plutôt au niveau palatin, parce que la racine palatine étant plus longue, ça m'arrange, en ce qui concerne l'augmentation sous-sinusienne. Et là, je ne sais pas si j'y suis. Voilà. Et on a une augmentation du volume sinusien avec un soulevé de sinus par voie alvéolaire. Donc, on a posé en même temps qu'on a fait le soulevé de sinus avec une stabilité primaire qui est bonne. Et là, la partie prothétique en même temps. Un autre cas, toujours pareil au niveau de la stabilité, au niveau de l'augmentation par soulevé de sinus par voie alvéolaire. En fait, c'est comme un liner de piscine. À partir du moment où il y a l'eau qui arrive, le flux de refroidissement qui arrive sous le liner, il soulève le liner et à partir de ce moment-là, la membrane sinusienne est soulevée, elle n'est pas déchirée et on peut positionner, là sur ce cas-là, j'ai mis de l'ostéobiole, on peut positionner du volume en dessous et maintenir l'implant autour de ce volume qui va s'ossifier dans un deuxième temps. Donc là, on a la vision en 2D et puis j'ai fait une vision en 3D parce que tout le monde me dit oui, mais là on ne voit rien. Je le vois, mais ce n'est pas suffisant visiblement. Donc là, la stabilité primaire de l'implant est testée. Et vous allez voir qu'avec le volume osseux qui nous restait, elle est quand même relativement bonne. On va tester l'ISQ. Pardon. Voilà, on se retrouve à 72, ce qui est quand même honorable dans ces conditions-là. Et ensuite, on a le avant-après. Là, on a avant-après, avec l'augmentation toujours en dôme. Donc là, on voit bien que la membrane de Schneider qui était collée, elle s'est fait décoller et elle s'est fait décoller sur pas mal de longueur, puisque on voit que là, il y a une... C'est pas une inflammation, mais c'est un soulèvement. Et sur cette partie-là, et au niveau axial, on se retrouve aussi avec une augmentation du volume. Donc, les tissus durs, stabilité primaire, ostéo-intégration, une stabilité primaire qui est augmentée par l'ostéodensification due aux forêts versa et qui permet surtout une stabilisation, une courbe droite de stabilisation primaire, stabilisation secondaire. Donc effectivement, de se retrouver avec une reproductibilité de l'implantologie post-extractionnelle. Et ce qui est important, puisqu'on n'a pas de surprise de déstabilisation au niveau de la 3 ou 4e semaine, avec un implant qui bouge en milieu de traitement et être obligé de le déposer. On a très peu de déposes avec une forêt versa. Je vous remercie de votre attention et j'ai tenu pile la demi-heure. Eh bien, merci, 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 mon Laurent. C'était extraordinaire. Je trouve que les résultats au maxillaire sont stupéfiants. Maxillaire, c'est vrai que, et puis c'est, en fait, c'est très doux. En fait, on a vraiment une utilisation douce. C'est Est-ce ça que qui est bien. tu utilises une petite fraise pour te guider au départ? Ouais, alors ça, c'est sûr, tu l'utilises quand tu as suffisamment de volume, donc je mets un coup de forêt pilote, tout petit, D'accord. du furet pointeur. Mais par exemple, si tu as moins de, comme l'autre où tu avais 2 ou 3 millimètres, là, je commence avec un diamètre plus important de 3 directs. D'accord. Voilà. Mais maintenant, ils ont des stops. Et ces stops, en fait, permettent d'éviter pour les gens, parce qu'il y a une petite courbe d'apprentissage quand même, permettent d'éviter d'enfoncer trop fort. Et donc, c'est une chirurgie guidée par stop et qui permet d'éviter de l'enfoncer trop dans le volume sinusien. Mais à partir du moment où on tourne à fond les ballons, enfin à 800, entre 1000 et 200 tours minute, avec beaucoup d'irrigation, en fait, on a un front d'eau. Et ce front d'eau, il ne peut pas toucher la membrane. Et même la partie active de ce forêt, il est actif, mais il n'attaque pas la membrane.
Ils ont fait des études avec Samvel notamment, mais Yves Mazov l'a fait aussi. Ils ont utilisé des morceaux de membrane Schneider ou alors des morceaux de PRF en tournant à fond, même sans irrigation, ça ne le perce pas. À l'envers. Hein. Vous parlez d'être entre 800 et 1200 tours minute, c'est Ouais. ça? Et en fait, plus on va vite, plus on refroidit. D'accord. Souvent, les gens ils disent ça chauffe. Alors, effectivement, si on tourne doucement, ça chauffe et on est dans la mouise. Puisqu'en fait, on chauffe le volume et donc on nécrose le volume osseux. Mais si on passe entre 800 et 1200 tours minute en inverse avec une irrigation max, on n'a pas de ça chauffe de 2 degrés. C'est-à-dire rien, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment parce que j'ai vu tourner là récemment un cas qui avait été fait par le Polonais, là, par Rodoslav Roda, maintenant il commence, où il est parti en Palatin pour faire un soulevé de sinus, où il n'y avait pas de volume osseux, alors qu'avec Versailles, il serait passé direct et il n'aurait pas fait d'abord. Il y a des fois, des accès qui sont quasi impossibles en fenêtre. Et qui, avec les forêts versants, se font tranquillement, sans accès impossible. Oh, c'est gentil ça, d'y penser. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas vu le... Allô? Bon. Oui, je te passe la parole. Allez, merci Laurent. Avec plaisir. Donc, je commence. Donc, dans l'implantologie moderne, les critères classiques, on les connaît tous. Il faut une technique fiable et reproductible, non invasive si possible, et avec le confort du patient. C'est bizarre, j'entends quelqu'un. Ah, je suis bloqué là. Je suis bloqué. Départage et repartage. Ouais, mais tu sais, j'ai un problème. J'arrive pas à... Voilà. Attends, j'y suis pas encore, moi. C'est pas sur impression. Non, c'est bon. Vas-y, repartage. Attends, je suis... Tu l'as ouverte? Ouais, mais je suis en train de repartager parce que j'entendais quelqu'un. On va réessayer. C'est bon. Je me redéconnecte. Enfin, oui. C'est bon là pour tout le monde? Oui, là, ça va. Alors, on connaît tous les critères donc, de l'implantologie classique. Hein, c'est d'avoir des techniques fiables et reproductibles, non invasives si possible, et avec le confort du patient. Alors, le but du patient, lui, de son côté, c'est de récupérer des dents fixes, esthétiques et fonctionnelles immédiatement, d'éviter les greffes si possible, d'avoir une grosse réussite dans le temps et puis avoir une hygiène relativement facile à mettre en place. Le tout avec un investissement financier assez modéré par rapport à la qualité demandée. Alors évidemment, tout ça, ça nous a tout doucement dirigé vers ce que mon ami Michel Abou appelle une attitude minimale invasive. Et ma foi, on essaie de travailler comme ça dès qu'on peut. Pour moi, dans mon activité, ça démarre tout de suite par l'optimisation des tissus osseux grâce à l'activation ostéogénique que je fais systématiquement sur mes sites à implanter. Elle se réalise grâce à l'utilisation des ostéotenseurs qui vont initier des microfractures osseuses. L'hématome qui est provoqué va ainsi stimuler une arrivée massive de cellules souches et l'ostéogénèse va se mettre alors en route et elle va aboutir après un ramollissement de la matrice osseuse à son durcissement à 45 jours, selon le principe du cal osseux. Un principe de base pour nous, c'est de réaliser une ostéotomie de façon à placer nos implants dans le couloir prothétique. Le problème, c'est gestion d'un maxillaire atrophié quand les greffes sont impossibles. Il va falloir faire des compromis qui vont être obligatoires. Il va falloir planifier précisément
l'émergence des implants en vestibulaire. Et à cet effet, on a un point important qui va nous aider, qui est l'occlusion. En effet, pour réaliser le projet prothétique d'une grande réhabilitation, que ce soit une prothèse implantaire immédiate comme celle différée, j'utilise les basiques de l'occlusion, chères à nos amis Mathieu, Chotard et Collin. C'est-à-dire que je vais essayer de retrouver une DVO physiologique en rétablissant un plan d'occlusion correct grâce à l'utilisation de l'indice de Willis, de l'articulateur facial en utilisant le plan de Camper et en utilisant les courbes de compensation. Au fil des années, toujours dans cette optique d'implantologie minimale invasive, grâce au génie de mon maître Gérard Scortesi, la société Vittori nous a dirigés progressivement vers une véritable implantologie anatomo-physiologique. Grâce à tout un arsenal d'implants spécifiques, des implants fins, micro, macrofiletés, aspires, inversés, angulés, à plaques ou encore disques implants. Chaque détail qui concerne ces implants a son importance. Chaque détail est le fruit d'une recherche approfondie qui a pour but d'obtenir une adaptation fonctionnelle bien précise par rapport à l'anatomie osseuse rencontrée. Ici, par exemple, dans ce cas d'un patient très diminué médicalement parlant, nous avons simplifié la chirurgie en présence d'un volume osseux du prémaxillaire idéal grâce à la technique du flapless. Nous avons pu poser des implants angulés. Cette mise en charge facile, rapide, en toute sécurité, a été faite à l'aide de 5 implants axiaux. On voit ici la panoramique de contrôle. Ces prothèses sont réalisées par mon ami Robert Manière du laboratoire Newtech depuis des années. C'est lui qui me fait toutes mes prothèses sur implant. C'est vraiment un grand bonheur de travailler avec toute cette équipe. Le patient a été très gentil, il m'a envoyé quelques semaines après sa petite photo avec un beau sourire, il revit. Voilà. Alors, lorsqu'on a un maxillaire atrophié, la difficulté et l'idée pour nous, c'est d'augmenter la précision de la planification en matchant les informations prises sur deux scanners. La difficulté, c'est d'assembler des données différentes dans le même repère. Et la solution qui est donnée par la société Alcom Digital, et je remercie aujourd'hui mon ami Hornberg, qui est vraiment un élément important, qui dirige cette société, qui nous a bien briefé et bien appris à nous servir de son logiciel, et c'est un grand bonheur. Donc, on va utiliser 3 marqueurs, c'est la solution, ces 3 marqueurs indexés en bouche qui vont par l'intermédiaire d'un logiciel aider à matcher ces 2 sources d'informations en un seul fichier STL. Donc, vous voyez ici une petite PPA avec les trois marqueurs. Alors, évidemment, le grand intérêt de cette affaire, c'est la précision, puisque là, on va travailler sur des images natives. Pour ce cas de mise en charge sans greffe osseuse, on va utiliser donc un guide chirurgical. Il s'agit d'une dame de 77 ans qui n'a pas de problème médicaux particuliers. Dans ses demandes, elle ne veut pas de greffe. Elle veut des molaires, elle veut des dents fixes rapidement, elle a peur, donc on fait un projet prothétique. Une fois qu'il est réalisé, on va mettre en place 2 scanners, 2 CBCT, 2 ConBeam, dont un en faisant mordre notre patiente sur la réplique du projet prothétique muni de 3 capteurs. Donc ça, c'est le ConBeam. On voit qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'os dans le prémaxillaire. Le logiciel ensuite va matcher les 2 examens et notre centre d'usinage, et je remercie Thibaut qui est mon référent pour Alcom Digital. Donc lui, on va valider ensemble la planification informatique et il va pouvoir me fournir un guide de chirurgie de forage et même pourquoi pas, on pourrait envisager de mettre un bridge de transition et de le réaliser avant même la chirurgie. Ici, le guide est posé le jour de la chirurgie. Prise de DVO, alors c'est une petite astuce que m'avaient donné mes amis Mathieu, Collin et Chotard. On prend la DVO avec la réplique du projet prothétique. On utilise 3 transferts qu'on indexe au projet avec du Luxabyte de chez Pred. Et je remercie mon ami Alain pour toute son aide au niveau de la logistique de ce Luxabyte. Et on prend le tout avec une cire d'occlusion. Donc, voici à nouveau le contrôle du bon ajustage de cette armature et on a une patiente évidemment ravie.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la comparaison entre ce qui est la situation clinique et la situation que nous avions paramétrée. Et on voit que là où on avait vu un petit problème en haut à droite, eh ben on l'a eu, on a fait une légère petite touchette sur la corticale interne, c'est pas bien grave, il se passe strictement rien. Le reste, on a scrupuleusement les mêmes images que lorsqu'on avait fait notre planification. Gestion d'un cas complexe. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va devoir faire, on va utiliser un guide de chirurgie, mais on va être obligé aussi de faire un lambeau. Donc, c'est une minimale attitude, évidemment. On va faire un peu de flapless, on va faire un peu de guide et un peu de lambeau. C'est la situation qui est vraiment, c'est une grosse situation lourde. On a une patiente de 67 ans qui est sous médicaments, sous bêta-bloquant. Elle a de la tension, elle a du diabète, elle est obèse. Son occlusion n'existe plus et elle vit un enfer, mais elle est très motivée pour réhabiliter sa denture. Alors le point positif, c'est qu'on a un peu de gencive attachée en antérieur. À la demande de la patiente, on va équiper le haut en premier, hein, et de toute façon, le staff médical, après avoir demandé son avis, nous autorise qu'une seule chirurgie. Donc vous voyez la panoramique, on n'a pas grand-chose. Le scan est pris, toujours pareil, hein, on a un maxillaire atrophié. En cours d'élaboration du projet de réhabilitation, il apparaît rapidement que des greffes osseuses d'apposition horizontale seront nécessaires au niveau du prémaxillaire. On va réaliser les 2 CBCT, dont un avec les capteurs, hein, sur une base résine, et on va garder 2 dents de façon à stabiliser au maximum le guide de chirurgie. Donc, réalisation de la planification implantaire par Thibaut, mon technicien, du centre d'usinage. On fait une validation collégiale sur TeamWeaver, avec mise en évidence des problèmes, vous avez bien vu, hein, des problèmes de volume osseux par rapport à la position souhaitée des implants. On va avoir des arbitrages à faire, c'est évident, puisqu'on a plein d'endroits qui sont un peu litigieux. Hein. Et c'est surtout important, il va falloir prévoir la sortie des vis de façon à ce que ça ne soit pas en plein massif vestibulaire sur les dents. Au bout de 15 jours, on reçoit, donc vous voyez ici, à nouveau, on est quasiment light partout. Hein. On est dans le dur, on sait que ça ne va pas être facile, il va falloir réintervenir plusieurs fois et modifier un petit peu notre plan de traitement. L'avantage, c'est qu'on est prévenu à l'avance. Au bout de 15 jours, on va recevoir notre guide de forage, hein, et il va être accompagné de sa fiche de chirurgie où tout est noté. C'est une décision collégiale, hein, et on sait où on va. La chirurgie débute. Donc, vous avez le guide qui est en place. Alors, j'ai une petite astuce. On va mettre 3 clavettes. Hein, et moi, je fais un forage, mais je ne fais pas un forage à fond. Et pour mes clavettes, je finis les 5 derniers millimètres en les percutant légèrement. J'ai la sensation d'avoir mon guide qui tient mieux. Donc, un petit coup de maillet. Et on finit ça comme un clou et on a vraiment une sensation de beaucoup plus de fixation solide. Donc bien entendu, avec les 2 dents, on est encore mieux bloqué et on débute tout de suite le ptérygoïdien. En effet, si on n'arrive pas à mettre ces implants du fond, on voit mal ce qu'on va aller faire devant. Hein. Il faut vraiment assurer d'abord le fond. Donc on fait des forages à 1,5. Et c'est un grand bonheur, on va à une rapidité, c'est assez rapide, hein, pour faire ces préforages. Donc bien entendu, c'est sous irrigation, hein, à peu près 800 tours minute. Et c'est très agréable d'aller aussi vite. Donc là, j'enlève, ce guide ne me sert que pour mes préforages, parce qu'après, nous allons utiliser des implants angulés et ce n'est pas facile. Donc, on est obligé de retirer parce qu'on n'a pas assez d'espace pour pouvoir passer nos forêts. Donc, bien entendu, on enlève les 2 dents résiduelles et tout de suite, on fait le forage du ptérygoïdien. Vous voyez, c'est coude au corps, hein, et on guide vraiment le forêt en tenant la tête du contre-angle. Voici le ptérygoïdien, c'est un implant de 3,33 par 16 et il est microfileté,
très intéressant dans les ptérygoïdes, ça permet de ne pas éclater les ptérygoïdes. Au blocage, moi j'aime bien, dès que je sens un petit peu de mou, de le finir par l'impacter, toujours pareil au moyer, et on donne 2-3 petits coups pour finir de l'impacter. Ensuite, on utilise un petit tournevis magique, j'appelle ça le tournevis magique, c'est un tournevis droit très long qui nous permet d'aller dans les coins et de sortir de la bouche, et on enlève le porte-implant à l'aide d'une pince gouge. Tout de suite, on fait le forage de l'implant angulé et on met l'implant angulé, donc c'est très très bien fait, ça a été très bien mis au point par mon mentor Gérard Scortesi, parce qu'on a juste à mettre le petit trou de vissage du porte-implant dans l'alignement de la crête, et on a obligatoirement un bon positionnement de la partie angulée. On enlève la petite vis, toujours pareil au tournevis magique, et on va tout de suite mettre un pilier transgingival. Il faut toujours mettre des piliers transgingivaux parce que ça nous permet, s'il y a le cassage d'une vis de fixation, de réparer ça très facilement et de ne pas risquer de perdre un implant. Deuxième ptérygoïdien, j'ai un petit problème, c'est tout mou. Comme c'est tout mou, je ne cherche pas plus loin. On n'a pas réussi à redurcir la tubérosité. Donc, je vais tout de suite engager le deuxième implant. J'abandonne le site du ptérygoïdien. Et éventuellement, peut-être un jour, dans 6 mois, on le reprendra. Pour l'instant, c'est vraiment trop mou. Ça ne sert à rien d'aller mettre un implant sur du mou. Donc, on a tout de suite un implant dans la tubérosité, intratubérositaire. On va mettre là, cette fois-ci, un 3,75 par 11 qui va rentrer tranquillement. Une fois qu'on a mis le pilier transgingival, on attaque tout de suite le deuxième implant angulé. J'ai dû faire un petit lambeau parce que je n'arrivais pas à bien positionner. J'avais très peur de partir en vestibulaire et donc j'ai préféré m'assurer que j'étais bien dans le massif, plein massif. Le forage se fait très facilement. Alors, très intéressant ces implants micro-macro-filetés parce qu'on a une montée douce, on n'éclate rien. Et toujours pareil, on met le petit index dans l'alignement de la crête et on est sûr d'être bien positionné. On enlève ça à la pince gouge, le petit tournevis magique. Et on enlève le porte-implant. On met tout de suite. Alors, on a plusieurs systèmes de tournevis suivant la position des implants, ou on fait en manuel comme ça, ou on fait avec un cardan qui est muni d'un petit plastique si on est dans les coins. Je fais mon lambeau devant parce que je veux être sûr. Il faut absolument qu'on soit plein massif et je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait vraiment pas beaucoup d'os, donc je veux être sûr de mon coup et pas tomber en phase vestibulaire. Donc là, j'ai pris la décision de faire un lambeau. Donc le lambeau, on va le décoller très largement. On va utiliser des brocheurs de la société Process, de chez mon ami Joshua Kroon, qui sont très intéressants pour obtenir une belle laxité de ce lambeau. On va utiliser, vous voyez ici, on va essayer d'optimiser notre forage en se positionnant grâce à ce phase guide, toujours vendu par la société Process, qui va nous permettre de paralléliser nos implants. On va dans le foramen incisif, on fait un petit fourré à 2, on va mettre le petit guide et il va nous servir vraiment de guide pour mettre nos implants. Si on est parallèle à ça, en général, on est plein massif. C'est ça qui est très intéressant. Donc, vous voyez, on a un décollement large et on va tout de suite commencer avec une fraise XXL par marquer l'intérieur, la face palatine de l'alvéole, pour être sûr d'être plein massif. Alors, c'est très intéressant ces forêts pilotes puisqu'ils sont pyramidaux, donc on peut réaxer nos pilotes à tout moment, contrairement aux forêts cylindriques qui sont beaucoup plus compliquées lorsqu'on veut changer l'axe. Donc, on met tout de suite on a réussi à mettre un fractal 375 par 11. On le bloque et on met tout de suite un pilier transgingivaux. À notre disposition, on a des piliers transgingivaux. Là, j'ai un petit doute, donc je mets une clé et je vais donner un petit coup de clé pour être sûr que mon implant soit bien bloqué. En fait, il était très bien bloqué. Là, on utilise des brocheurs de la société Process pour augmenter encore la laxité. On a mis notre pilier, ici c'est un pilier de 4, on a des piliers de 2, de 3 et de 4.
Très intéressant parce que ça nous permet de gérer la hauteur au mieux. On met un deuxième implant. Cette fois-ci, vous allez voir, je vais légèrement me décaler en mésial pour avoir une meilleure accroche et pour ne pas trop avoir de métal côte à côte. On va légèrement se décaler. On va quand même garder le parallélisme avec le guide, le face guide. Donc vous avez vu que ces petits fourrés pilotes sont très intéressants à utiliser parce qu'ils nous permettent de reprendre l'axe quand on veut. Donc ces implants sont micro-macro filetés avec des spires inversées, très intéressant parce qu'on n'éclate pas la corticale. Tout de suite, on met comme d'habitude nos piliers transgingivaux et on continue. On va toujours se servir. Donc là, je me rapproche un petit peu du face guide. Donc je fais mon forage. Vous avez vu, c'est quand même très rigide. Hein. Je tiens la tête du contre-angle avec mes doigts et je l'empêche de partir. Voilà, parce qu'on peut vite dériver. On a vraiment très très peu. Et là, il faut vraiment être maître du geste. Le positionnement de l'implant donc, va se faire tout à fait naturellement. Je vais être légèrement embêté parce que vous avez vu que mon contre-angle est un petit peu trop épais, donc je vais enlever le face guide. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin puisque je sais exactement où je suis. On finit de visser notre implant. Donc je mets en principe bonne level, légèrement un demi-millimètre sous la crête et on met tout de suite le pilier adéquat. Donc ça, c'est la routine. Toujours mettre une petite chaînette sur votre tournevis. Hein. Lorsque vous utilisez les tournevis manuels, il faut toujours avoir un petit peu de sauvegarde avec du fil dentaire, par exemple. Le dernier implant. Donc vous voyez qu'en vestibulaire, je n'ai pas une table osseuse très épaisse, mais elle ne bouge pas. Donc là, il faudra impérativement venir remettre de l'épaisseur grâce à la greffe. On a fini de poser les implants, on fait la prise de PRF. Alors là, on a pris l'artère radiale parce que la patiente étant obèse, on ne voyait absolument aucune veine. Donc on a pris l'artère radiale qui est une petite artère qui ne pose pas de problème. Hein. On a eu des tubes S verts, on a des tubes rouges pour faire les APRF. Tout ça, c'est 1300 tours minute et c'est pendant 14 minutes. Là, on a utilisé du Puros et on va imbiber avec le liquide des tubes verts S et on va réaliser ce qu'on appelle un sticky bone, c'est-à-dire vraiment un steak de un steak de biomatériaux, pardon, c'est pas du bios, c'est du Puros. Et pour faire prendre ce steak de biomatériaux, on va utiliser l'exudat des APRF. Donc, on réalise nos APRF, on les met bien dans la PRF box. Et l'exudat en dessous va servir à faire prendre notre sticky bone tout de suite, dans les 2-3 minutes. En fait, c'est un coagulant naturel. Donc, les PRF d'un côté, l'exudat de l'autre, on le mélange. Et là, on a tout de suite notre sticky bone qui va se mettre en place, qui va durcir quasiment instantanément. Donc, on continue à brocher une dernière fois pour vraiment que il faut vraiment avoir des lambeaux qui soient complètement passifs une fois qu'on aura mis le sticky bone. Et vous voyez qu'on ne se gêne pas, c'est un sacré petit paquet. Hein. Donc, si vous n'avez pas fait une bonne préparation de votre lambeau en amont, vous risquez d'être sous tension et de tout perdre. Donc, c'est vraiment impératif d'avoir un lambeau largement travaillé. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, on va continuer encore de le travailler. Le sticky bone côté gauche se met bien en place. Une fois qu'il est en place, on va tout de suite mettre les PRF par-dessus pour protéger le tout. Alors, il y a toujours des discussions. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau clinique, ça marche très bien. Ça me fait une colle biologique naturelle, c'est APRF, et c'est que du bonheur. Ça nous coûte 0 centime
et ça marche, quoi, ça marche. Moi, en niveau clinique, je n'ai pas de souci avec ça. Donc, vous voyez que nos deux lambeaux viennent de manière parfaitement passive se rejoindre. On fait une espèce de demi-pancho pour profiter, parce que notre lambeau palatin vient au niveau de la bague transgingivale et on veut bénéficier du lambeau, le faire revenir en vestibulaire le plus possible. Donc, on fait une petite découpe. On peut même des fois faire carrément un pancho. Là, c'est un demi-pancho et ça nous permet de positionner notre lambeau au mieux. Alors, on va faire une découpe périostée pour continuer d'avoir un lambeau le plus passif possible. Et vous verrez qu'il y a encore un troisième niveau que je présenterai pour mon ami Benjamin Atuil. Il y a un troisième geste pour rendre encore plus passif ce lambeau. On va faire maintenant donc le côté droit. Tout ça, c'est le même sticky bone. Donc, vous imaginez, j'ai fait qu'un seul prélèvement et on a une quantité de biomatériaux énorme. On le place. C'est que du bonheur parce que tout colle. On n'a plus tous ces grains qui s'en vont dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment une belle trouvaille. Ça a changé ma pratique de façon incroyable. Donc tout de suite, on met la PRF pour protéger et on va revenir mettre notre lambeau et coapter notre lambeau. Vous voyez, on vérifie que nos berges se rejoignent facilement. On commence tout de suite les sutures. Nous, on va utiliser un point en U qu'on va mettre à peu près de centimètre en centimètre. Hein. Donc, je vous en montre un. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux absolument que mes deux berges soient intimement plaquées l'une contre l'autre et que ce ne soit pas simplement un contact bord à bord. Je veux plus que ça. Donc, on va mettre des points en U partout, tout autour, sur notre lambeau. Et vous allez voir, dès qu'on serre, c'est là où on comprend tout de suite la valeur de ce point, qui, à nouveau, c'est un point qui nous a révolutionné nos chirurgies. Vous voyez, hop, et là, je n'ai pas simplement un contact, j'ai une surface en contact. Et ça change tout pour la cicatrisation. Donc, ces points, j'utilise des glycolons de 4,0 pour ces gros points en U. Et je vais utiliser du 6,0 pour tous mes autres points chirurgicaux, parce qu'on va reprendre bien entendu tout ça avec des points chirurgicaux. On peut aussi faire des points, des surgés, hein, pourquoi pas, c'est parfaitement faisable. Hein. Donc ça c'est, voilà. Le reste après c'est du point classique. Hein. Cette fois-ci au 6,0. Je vais avancer un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait tous ces points, on va pouvoir prendre l'empreinte. Je fais mon petit geste. Regardez ce petit geste. Dans le fond du vestibule, je vais libérer les dernières tensions. Lame neuve, juste en surface, pour libérer les dernières tensions. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'étais un peu réticent quand Jo m'avait expliqué cette technique au départ. Et en fin de compte, je l'ai essayé du bout des doigts et je dois reconnaître qu'il n'y a pas de suite opératoire, il ne se passe strictement rien et on est sûr d'avoir enlevé les dernières tensions. On va mettre tout de suite les vis de laboratoire avec les transferts. Hein. Donc, visser avec le tournevis magique et on va tout de suite les relier avec du Luxavac de chez Pred. Hein. Mon ami Alain Cher, mon fidèle ami, nous a bien aidé avec ce Luxavac. Bon, j'ai trouvé en fait, à l'origine, c'était un produit qui servait pour l'occlusion et j'ai eu la bonne idée, il y a une quinzaine d'années, de le transformer. C'est un métacrylate, il prend très rapidement. Vous avez vu, il se marie très bien sur les transferts et il durcit très rapidement sans quasiment aucune déformation. On met des petites vis, des vieux forêts ou des vieilles fraises qui vont nous servir à armer le tout. Une fois qu'on a armé, on peint en silicone, pas besoin de porte-empreinte. Hein. Je mets un silicone light en vestibulaire
et je vais mettre un silicone lourd partout ailleurs. Et c'est notre ami Alain Ancel qui avait mis cette technique au point. Donc, pas de porte-empreinte. Et c'est que du bonheur parce que là, en un quart d'heure, on a pu prendre l'empreinte. On vérifie quand même chaque vis de laboratoire avant de mettre les produits d'empreinte. Donc, ça, c'est mon light. Et on met tout de suite en rapide un lourd. Voilà. Donc, silicone lourd, tout de suite, aller rapidement chercher les têtes d'implants. Donc là, j'ai 8 implants, il faut les compter. On dévisse. C'est quand même une chirurgie qui nous a pris 3 heures, hein, tout fini avec les empreintes. Donc, c'est soulagé, bien entendu. On vérifie que tout va bien. Et là, il va falloir tout nettoyer, c'est très important. Vous avez vu qu'on a un peu sali, on a pollué le site. Donc, on nettoie tout à la bétadine, mais vraiment avec des gros jets de bétadine. Et on va mettre nos vis de cicatrisation et renettoyer, remettre éventuellement quelques points. La chirurgie est terminée. Donc, vous voyez ici les endroits qui étaient un petit peu compliqués, ben, on a réussi à les gérer. On a quelques petites perforations sur quelques implants. Vous voyez l'implant 26 notamment. Aucune douleur, il ne se passe strictement rien. Alors, ça c'est à 24 heures. Chez nous, on essaye systématiquement, on fait un mordu, on essaye quelques dents pour voir si tout va bien, l'occlusion. Et puis à 48 heures, le laboratoire NewTek va nous livrer la prothèse. Hein. Et donc, à 62, pendant ce temps-là, le laboratoire NewTek va fabriquer, grâce à son centre d'usinage, une armature chrome cobalt issue de l'empreinte optique du maître modèle. Donc, c'est important, j'y reviens là, à 24 heures, de bien voir que les vis sortent bien en vestibulaire et dans la résine rose, et pas dans les dents. Donc, à 72 heures, on reçoit le laboratoire, toujours mon ami Robert, avec Karine Musso, qui fait un travail remarquable ici. Le sourire forcé de la patiente. Hein, on a un œdème léger à 72 heures, donc un petit hématome au niveau de la base de la mandibule, pas de douleur, hein, grande satisfaction de notre patiente qui nous a dit vraiment revivre. Hein. La panneau de contrôle, vous l'avez vu. 2 jours après, on a l'élève qui ont pris un petit peu quand même, hein, 3 heures de chirurgie, ça se sent. Hein. Donc, la morale de ce cas, c'est qu'il faut toujours garder la main. Vous avez vu que j'ai changé mes plans parce que j'allais prendre des risques et je ne voulais pas prendre de risques. Et au final, hein, c'est la main qui va assurer le résultat positif, quoi. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours rester maître du jeu. Voilà, je vous remercie. Je peux te poser une question, Renaud? Oui. Oui. Tu as montré là quand tu faisais ton sticky bone, en fait, le fait depuis un petit moment n'utilisant que du APRF. En fait, tu fais 4 tubes ou 3 tubes, tu les passes à 3000 tours pendant 6 minutes et avant qu'ils prennent, tu le mélanges avec le. Hein? Toi, c'est ce que tu fais. Ouais. D'accord. Et ça, enfin, ça fonctionne exactement de la même manière. Et après, le reste, tu peux le recentrifuger. Si tu as les 2 autres tubes, tu peux les recentrifuger pendant le reste du temps. Et comme D'accord. ça, tu as. Après, c'est vrai que c'est plus simple de le prendre avec le verre, c'est vrai. Moi, l'avantage, c'est que j'ai qu'une seule centrifugation. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Ouais, on ne ouais. peut pas reprendre. Parce qu'au début, il y a 2 ans, on faisait en 2 fois. Ouais. Et Et moi, maintenant, quand j'avais commencé le PRF, avant qu'il y ait le sticky bone dans les années 2000, là, on faisait le PRF tout oui. bête, effectivement, quand je centrifugais pas assez, je me retrouvais avec, ou que j'attendais pas assez, et je l'avais mélangé, et je trouvais que c'était sympa, parce que ça faisait effectivement un sticky Ça bone. coagule.
Après, dans les années 2010, quoi, ils ont commencé à en parler du vrai sticky bone, ou 2012, je pense que c'était à ce moment-là. Mais effectivement, ça fonctionne dans les deux. Mais ton cas, là, il est super. Enfin, ça redonne énorme service, hein, Ah en oui, termes de on n'a volume. plus toutes ces billes qui se baladent dans tous les coins. Et en plus, en termes de cicatrisation, c'est pas la même sauce. Alors, il faut bien le manipuler, on le spatule, tu vois, pour bien le Oui, densifier. ouais. Il faut Euh, le... C'est pour ça qu'il faut ces spatules larges, là, qui oui, sont tout à fait, tout à fait. comme des spatules à cire, en fait. Voilà. Euh, et qui permettent Je remercie de mon bien ami le Eva manipuler. Lazaro qui vient de nous faire un petit coucou. La SAPO clinique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau formation sur Paris. Ce sont que des amis et c'est vraiment des gens au top. Si vous avez l'occasion de faire une formation chez eux, vous serez que enchantés. Donc merci à eux. Laurent, je vais te remercier encore Eh ben moi aussi, on et s'est au bien plaisir de régalé. pouvoir se voir en vrai, C'est vrai. de lever un bon verre ensemble et de se faire une bonne soirée. C'est vrai, ça Je c'est très remercie tout bien. le monde. Vraiment, c'est très sympa d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci Caroline. Merci encore Alain. Je vois que tu es resté. C'est que du bonheur de travailler avec ces équipes. Et voilà. Merci à tous. À bientôt. Et Ciao, bonne ciao. soirée. Ciao, ciao.